Bienvenue, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et dans ce spécial frontal consacré aux événements qui ont marqué l'année 2024 sur le continent. Ce numéro est donc une rétrospective 2024 en Afrique et j'ai le plaisir d'être avec trois de mes invités. Oudin, vous êtes un conseiller, du moins le conseil spécial de l'ancien président ivoirien. Et Laurent Gbagbo, vous avez d'ailleurs consacré un livre à l'homme. Laurent, enfin non, pas Laurent Gbagbo, mais plutôt Gbagbo, un homme, un dessin publié aux éditions Masmiro. Merci d'être avec nous pour cette rétrospective politique 2024 en Afrique. Le politologue camerounais Claude Wilfried Kanga est également avec nous. Merci Claude Wilfried Kanga d'avoir accepté notre invitation pour jeter un regard sur les événements qui ont marqué le continent 2024. Et le plaisir est toujours grand pour moi d'avoir avec moi ma consoeur Karine Orio. Merci. Merci Karine beaucoup Orio. Richard pour l'invitation. Vous êtes journaliste, analyste politique. Alors dans un premier numéro, nous avions déjà évoquer quelques événements qui ont marqué l'année 2024 en Afrique. Donc cette émission s'inscrit dans la continuité de la première émission que nous avons déjà faite. Et nous allons commencer par cette actualité tchadienne. Elle nous est tombée dessus le 28 novembre dernier lorsque le ministre tchadien des Affaires étrangères sort un communiqué et annonce la rupture avec effet immédiat des accords militaires avec la France. Comment avez-vous vécu cette nouvelle qui est tombée un peu comme un coup de tonnerre dans un ciel serein? Non, cela faisait un moment déjà qu'on s'attendait au retrait, en tout cas, des troupes françaises. Avec tout ce qui s'est passé au sein de l'AES, il y avait une forte menace, en tout cas, qu'il allait y avoir un retrait des troupes militaires au Tchad. Ah oui. Et je pense que d'ailleurs, ils étaient encore en train de négocier, puisqu'on a vu que le monsieur Afrique d'Emmanuel Macron, Jean-Marie Bockel, s'était rendu spécialement sur le continent, encore pour essayer de négocier, pour qu'effectivement les bases restent d'une part au Tchad et aussi au Sénégal. Il se trouve que ce qui a précipité, à mon avis, la décision des autorités tchadiennes, c'est certainement la crise au Soudan. Et que aussi, il ne faut pas l'oublier, comme on le dit, c'est qu'il y a un sentiment anti-français qui s'est clairement installé. On n'est pas du tout dans une victimisation de ce qui se passe, mais aujourd'hui, les États africains ont besoin de négocier avec d'autres partenaires. C'est ce qu'il faut comprendre, des partenaires qui sont russes ou alors chinois, simplement. Claude Wilfried Kanga, quelle lecture avez-vous faite de cette actualité-là? Alors, c'était à la fois une surprise et à la fois ça ne l'était pas du tout. Comme l'a dit Karine, dans un contexte où la politique africaine de la France est de plus en plus contestée, dans un contexte où, quels que soient les pays, notamment les pays d'Afrique francophone, les anciennes colonies de la France, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, les populations manifestent une désapprobation de plus en plus accrue de la présence, notamment militaire française. Ils la ressentent comme de l'impérialisme et évidemment, dans ce registre-là, ce n'est pas une surprise de voir que la France ait en net recul. Je suis aussi d'avis que ce n'est pas une surprise dans la mesure où la France elle-même réfléchissait déjà à une sorte de rétrécissement de son dispositif. Redimensionnement, disait-il. Oui, en quelque sorte. La seule base française qui en était exclue, c'était la fameuse base de Djibouti, parce que la zone de Bab el-Mandeb est économiquement ultra stratégique et évidemment, le contingent militaire qui est de ce côté-là ne compte pas diminuer de sitôt. Mais d'un autre côté, c'était une surprise parce que les officiels français, plus ou moins eux-mêmes le disent, que ce soit M. Barrot, que ce soit oui, les voix qu'on entend, les dessous de table, on entend derrière le rideau que même l'establishment à Paris a été très surpris de la soudaineté de l'annonce parce qu'elle intervient quelques instants à peine après la rencontre entre M. Barrot et les autorités tchadiennes. C'est sans rappeler ce qui s'était passé entre Donald Trump, Justin Trudeau et Angela Merkel concernant l'accord climatique, où Trump, comme ça, en montant dans l'avion, décide de revenir sur ce qui vient d'être conclu entre quatre murs. Et donc, dans ce registre-là, on peut se poser la question comment c'est possible et qu'est-ce qui peut bien motiver le Tchad à amorcer une démarche pareille. Bon, déjà, d'entrée de jeu, on va dire que c'est très bien.
dans une logique de souveraineté. On est en 2024 et évidemment, il faut à un moment donné écouter les voix africaines. Les populations africaines n'en veulent plus de cette présence-là qui ne se justifie pas parce que même non, dans... ce ne sont pas les Tchadiens qui sont descendus dans leur... Oui, non, j'en viens, c'est-à-dire les populations africaines déjà n'en veulent pas. On part du principe qu'on est au pouvoir pour ces populations et que quand on fait partir les bases militaires, c'est qu'à un moment donné, on a écouté les cris des populations qui disent la politique africaine de la France, et c'est important de préciser évidemment, c'est pas un sentiment anti-français, mais un sentiment anti-impérialisme. Cette approche, cette présence militaire qui est ressentie comme une continuité de la colonisation, les populations n'en veulent pas. Et donc, dans un premier temps, on peut se dire, monsieur Déby Itno Kaka, Mahama Junior a décidé d'écouter les populations africaines de l'ouest au centre, de l'ouest à l'est en passant par le centre qui disent on en a marre des bases militaires au 3e millénaire, il faut qu'elles s'en aillent parce qu'elles sont l'image même de ce que nous combattons, à savoir l'impérialisme. Mais une fois que c'est dit, il faut aussi souligner quelques petits couacs à la manœuvre parce que c'est quand même la France qui a installé Kaka Déby le 20 avril 2021 à la tête du Tchad, c'est-à-dire monsieur Déby père a perdu la vie. La Constitution avait prévu justement le successeur constitutionnel à travers des élections bien régulées par les textes. Elle datait de décembre 2020, la Constitution, donc elle était claire là-dessus. Il y a eu une sorte d'intimidation en coulisses du président de l'Assemblée nationale qui, par miracle, s'est désisté. Il a dit que ça ne l'intéressait pas, le pouvoir. Et il a été intimidé, vous pensez? Oui, bien sûr. Je le dis parce que la Constitution a prévu que ce soit l'intérim. Oui. Et il faut respecter les textes. Il dit qu'il ne se reconnaissait pas des compétences pour être... Il aurait dû le savoir au moment où il devenait président de l'Assemblée nationale. Donc évidemment, il y a eu des menaces derrière le rideau. Et voici Emmanuel Macron, le seul dirigeant étranger qui vient et qui consolide la position de Kaka Déby en disant c'est un gage de stabilité. On est en fait à ce moment-là dans le sillage de la coopération franco-tchadienne qui date de plusieurs années. Je veux dire, après les indépendances, la France a mené moult opérations pour sécuriser le pouvoir de N'Djamena. L'opération Manta, opération Épervier, opération Taco. Il y a eu l'opération 2006 pour permettre à Déby de repousser les rebelles. Il y a eu la continuité en 2019. Et donc, on a un père et un fils qui ont une grande pratique de la France et qui soudain nous informe que non, on n'en veut plus. Et donc là, on commence à se poser la question, est-ce que c'est véritablement dans une logique d'émancipation, de panafricanisme, de souveraineté véritable, ou alors c'est parce qu'entre quatre murs, il y a eu des désaccords sur... ou alors monsieur Kaka Déby essaie de marchander en fait ses positions en multipliant les partenariats avec notamment l'Arabie Saoudite, la Hongrie, les Émirats, la Russie, non pas pour le bien-être du peuple dans sa globalité, mais pour dire au maître d'hier, tu n'as plus toutes les cartes en main, j'ai d'autres alternatives qui me permettent de faire ce que je désire. Donc c'est l'une des choses sur lesquelles on peut s'interroger, d'autant plus que en représailles, entre guillemets, on va dire ça comme ça, à la multiplication des partenariats par monsieur Kaka Déby. Enfin, il y a eu des enquêtes qui subitement ont été ouvertes en France par le parquet national financier sur les biens mal acquis des affaires de détournement. Oui, on vous dira que la justice est indépendante, que ça n'a absolument rien à voir avec... Oui, c'est ce qu'on nous dira évidemment. Et donc, il y a une sorte depuis le début de l'année, il y a une sorte d'atmosphère tendue entre Paris et N'Djamena. Mais pourquoi? Expliquez-nous, c'est quoi le point de rupture? Il est possible avec l'approche du dirigeant tchadien qui a toujours évidemment depuis le début clamé la souveraineté du Tchad, même si à nos yeux ce n'était pas crédible vu que c'est la France qui l'a installé. Ouais. Enfin, tout le monde a pu s'en apercevoir, mais il y a quand même, et ça on ne peut pas le nier, le fait qu'il s'est adressé, il y a d'autres alternatives, à Vladimir Poutine, à Viktor Orban, aux Émirats. Il a eu une approche notamment que Karen évoquait sur la question soudanaise. Voilà. Et d'un coup, la France s'est sentie ne plus être le centre, ce n'est plus un système, ce n'est plus un mécanisme centré sur Paris. Or, Paris estimait que N'Djamena doit se sentir éternellement redevable du fait que c'est quand même Emmanuel Macron qui a consolidé la position de Kaka Déby à la tête du Tchad. Et donc, Paris a pu voir d'un mauvais œil cette façon-là d'oublier très vite qui t'a donné à manger. Mais en l'occurrence, ce n'était pas une décision de Paris. Non, vous avez posé les questions de savoir qu'est-ce qui peut avoir motivé. À marquer le point de rupture. Oui, et donc je dis, Paris ayant, on peut supposer que Paris ayant
vu d'un mauvais œil la diversification, le rapprochement de Kaka Déby avec d'autres puissances ou d'autres alternatives, je préfère dire ça comme ça, a essayé de lui rappeler que je peux te faire tomber avec la même rapidité avec laquelle je t'ai permis d'arriver là où tu te trouves. Et donc, dans une sorte de ping-pong macabre entre deux entités pernicieuses qui ont oublié les aspirations des populations, il y a donc Kaka Déby qui aujourd'hui dit, bon, je vais montrer à mon tour à Paris que je n'ai plus besoin de sa protection, j'ai d'autres partenaires, je peux gérer l'affaire tout seul. Tout ceci pour dire en conclusion que je ne crois pas vraiment, comme dans le cadre des pays de l'Alliance des États du Sahel, ou du moins il serait prématuré pour nous de conclure que la logique souverainiste panafricaine et indépendantiste pour l'intérêt de la population qui a sous-tendu la rupture des dirigeants de l'AES avec la France, que cette logique-là est la même que celle qui a animé Kaka Déby. D'accord. Ce n'est pas la même logique selon vous. Bernard Oudin, alors vous êtes français, vous êtes ivoirien, vous avez vu en relief le continent dans ses rapports avec la France. Vous avez été conseiller du président Laurent Gbagbo pendant de longues années. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, rend plus possible qu'il y ait cette rupture d'avec l'ancien colonisateur, l'ancienne puissance colonisatrice? Aujourd'hui, il y a une rhétorique que développe la jeune génération de chefs d'État qu'on n'avait pas il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Qu'est-ce qui favorise aujourd'hui mieux qu'il y ait ce rapport décomplexé et cette libération de la parole? D'une part, il y a l'évolution du monde, l'évolution des choses. Là, quand les pays ex-francophones de l'AEF ou de l'AOF sont devenus indépendants, au début, c'était une forme de mirage. C'était une indépendance dans l'interdépendance. La communauté franco-africaine, etc. Et moi, je me rappelle, j'étais gamin en Côte d'Ivoire. Tout était intégré, jusqu'à ce que même l'équipe de rugby du REAOM, qui était avant le BIMA, jouait dans le championnat de rugby de Côte d'Ivoire. Pour vous dire que c'était une intégration qui a dépassé les indépendances. Au-delà de cet aspect trivial, il y a des aspects plus profonds, et un sur le Tchad qui en tant que Français, m'a un petit peu surpris, pas par le fait qu'un jour les Tchadiens veuillent ne plus avoir de base, mais c'est que les Français laissent faire les choses aussi rapidement. J'ai toujours dit que le Tchad, c'était une forme de porte-avions de la France en Afrique. La position géographique du Tchad fait que on peut très bien ne pas occuper le Tchad, mais au moins d'avoir la base de N'Djamena sans avoir besoin d'avoir des milliers d'hommes. Pour que la France, pour sa projection dans n'importe quelle situation, par exemple, rappelons-nous 78, Colvézi, etc., il faut des points d'appui. Vous êtes carrément pour l'idée? Non, je ne suis pas pour l'idée. Je me mets dans la tête des dirigeants français en me disant ces gens-là vont jamais lâcher. C'est cette analyse que je faisais, en disant le Tchad, et en plus le Tchad, avec ce qui s'est passé d'abord avec Kadhafi, ensuite dans les opérations comme Serval au début, le Tchad est un allié technique et militaire de la France. Oui. Les officiers français, et ça date de très longtemps. Bien sûr. Parce que les colonnes de Leclerc qui ont fini à Strasbourg sont parties du Tchad. Oui. Fort-Lamy, c'était N'Djamena. C'est de là. Et d'ailleurs, le régiment numéro 1 de la division de Leclerc, c'était le régiment de marche du Tchad, qui existe toujours sous un autre nom aujourd'hui. Donc le Tchad et la France ont une histoire commune au plan militaire. Maintenant, je crains que dans les aspects pratiques qui ont fait que le président Déby ait demandé le départ de la base française, il y ait une mauvaise conduite diplomatique de notre ministre démissionnaire des Affaires étrangères, dont je crains qu'il n'ait qu'une très faible connaissance des problèmes franco-africains. Et je reste poli. Ça aussi, ça en fait partie. Maintenant, il y a une autre chose, et je l'ai découvert en écoutant Jean-Marie Bockel au Parlement français il y a quelques semaines,
c'est que quand il y a eu l'affaire du Niger, Oui. et qu'il y avait une pression militaire sur le Niger, il a avoué devant l'Assemblée nationale française, ou moins la commission, qu'on avait projeté 2000 soldats à Abidjan, prêts à aller au Niger. Ça n'a jamais été dans les journaux. Et ça a fini par... 2000 soldats français. C'est pas moi qui le dis, c'est M. Bockel. 2000 soldats français 2000 soldats ont étaient été... positionnés à Abidjan pour attaquer le Niger. C'est pas moi qui le dis, c'est M. Bockel devant la commission d'enquête parlementaire. Mais dans Il y a- quel cadre et avec quel mandat? Dans le cadre justement des... Ah bah, pour la projection. Oui. Ah bah, on a envoyé des soldats à Abidjan en se disant on se donnera toujours les moyens de... Si vous me donnez la raison pour laquelle M. Sarkozy a fait ça en 2011 sur le Non, président attendez, Gbagbo, attendez. il n'avait aucun document officiel qui l'autorisait à faire Oui, ça. ça, mais Bon, même bah, là, on c'est- peut dire qu'il y avait un mandat de l'ONU. Non, Là- non, il n'y a pas de mandat de l'ONU pour faire ce qu'il a fait à Abidjan. Non, Excusez-moi. Non. En Libye. C'est ce En qu'ils Libye, ont dit, il n'avait oui, pas. En Libye. Non, revenons Mais, au cas nigérien. Il y avait 2000 soldats français. Je vous répète, Qui je était ne le dis pas positionné. Non, mais moi-même, je sais. répète ce qu'a dit M. Bockel devant Bon, l'Assemblée alors, nationale. décryptons, analysons. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir tout le temps des bases C'était une partout. crise à l'intérieur de la CEDEAO. Et d'après ce que nous avons compris, c'est la CEDEAO qui menaçait d'intervenir militairement au Niger. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec des soldats français? Parce que, Selon vous? même le président Ouattara, à l'époque, avait demandé, est-ce qu'il avait positionné aussi en disant j'enverrai un bataillon ivoirien. Oui, et ivoirien, il faut que les pas Français... français. Mais les Français avaient 2000 personnes à Abidjan. Ça veut dire quoi? Mais vous savez, on découvre au fur et à mesure du temps. Oui, absolument. Il y a eu, il y a quelques années, on continuera à parler du Niger, 4 soldats américains qui ont été tués dans une embuscade de djihadistes avec des soldats nigériens. Et M. Le Drian était ministre des Affaires étrangères à l'époque. Il est allé à Washington, il a dit aux Américains, vous savez, nous avons 500 soldats positionnés à Niamey. Si vous avez des problèmes, on peut vous aider. Et au département de la défense américaine, qu'est-ce qu'ils ont répondu à Le Drian? Mais nous, on a 1500 soldats au Niger. Les Américains. On a 1500 soldats. On a 3 fois plus que les Français. C'est pas dans les journaux. Et d'ailleurs, un jour, on a fini par le savoir parce que Tiani a demandé leur départ il y a quelque temps. Oui. Karine, c'est bouleversant. C'est troublant. Non. Ah non, ça, je ne suis pas. Bah non, enfin, je veux dire, là aujourd'hui, Que on est au stade où on apprend qu'effectivement les bases militaires françaises doivent partir. Je vois pas en quoi c'est surprenant. On a toujours fonctionné ainsi. Non, je veux dire l'élément qu'il évoque, les 2000 Sur les 2000, soldats oui, effectivement. français positionnés à Effectivement. Abidjan. À quel titre, Et- dans quel cadre, ça pose des questions. Ça pose des questions. Hum. Maintenant, une chose est sûre, c'est que la France a toujours, comme l'a rappelé justement M. Ekanga et M. Houdin, c'est que la France s'est toujours positionnée sur le continent africain pour ses intérêts à elle. Alors, si on a bien compris, il y a, par rapport à la question des bases militaires françaises en Afrique, il y a 2 explications. Il y a que c'est aussi la volonté des chefs d'État africains, et de ce point de vue, c'est effectivement le président Félix Houphouët-Boigny qui a demandé au général de Gaulle d'installer le 43e BIMA à Abidjan. C'est sur sa demande, d'après ce qu'on a compris. Qui s'appelait le RIAOM à l'époque. À l'époque, voilà, qui est devenu le 43e BIMA aujourd'hui, positionné à Port-Boué, à Abidjan. Donc, c'était une demande du président ivoirien. Et puis, il y a l'explication que quand vous faites des investissements sur un continent, il faut sécuriser. Et la meilleure façon de sécuriser les investissements, notamment dans des pays, en l'occurrence dans des pays instables, c'est d'instaurer ou d'installer des bases militaires. Voilà comment on nous présente la chose. Qu'est-ce que vous en pensez, Je pense que monsieur le politologue camerounais? Je pense que la chose est précisément mal présentée par ces entités-là, parce qu'on est dans la logique plutôt du pompier et pyromane. Il faut déterminer qui crée l'insécurité. Les entités qui posent sur notre sol les bases militaires sont en même temps les mêmes qui nourrissent le terrorisme. C'est-à-dire, nous sommes dans un contexte où nous avons besoin d'une économie solide, nous avons besoin du rehaussement du niveau de vie, nous avons des coopérations limite séculaires avec certaines puissances, en l'occurrence la France. On a une stagnation de l'activité économique, mais on a paradoxalement toujours une continuité du matériel de guerre. Ça veut dire qu'il y a un déficit de volonté
d'accentuer les efforts dans la croissance économique. Et on a plutôt besoin de ces pays-là comme le marchepied sur lequel on va poser nos bases militaires pour nos aspirations de puissance. Monsieur a évoqué il y a un instant le fait que le Tchad sert limite de porte-avions à l'establishment français. C'est la vérité, que ce soit depuis l'opération Serval de janvier 2013, Barkhane qui s'en s'est suivi, même l'opération Sangaris en République centrafricaine, c'est-à-dire le Tchad a toujours servi de tremplin, de base de lancement littéralement pour ces opérations. C'est une position stratégique importante pour la France et c'est pour ça que les populations africaines à un moment donné ont commencé à constater l'absence de réalisation pragmatique sur le plan économique, parce que ce qui régit la paix, c'est-à-dire la paix ne résulte pas de la prolifération des bases militaires, elle résulte de la distribution organisée et équitable des richesses. Et quand on constate que sur le plan du terrorisme, la présence militaire, loin de juguler le terrorisme, plonge la situation sécuritaire dans une sorte de statu quo où ça n'empire pas, mais ça ne s'améliore pas non plus. On se dit finalement, ces gens-là ne sont peut-être pas là pour ceux qu'ils ont annoncé. D'ailleurs, on a vu la différence entre l'arrivée des Russes au Mali lors de la fameuse bataille de Kidal de septembre 2023. Quelque temps après l'arrivée des Russes, on a eu des résultats significatifs. Notamment que 10 ans de présence... en novembre, Kidal a été libéré en novembre. Que 10 ans de présence militaire française n'avaient On est d'accord. On est d'accord. Oui, enfin, je pensais que vous alliez... Non, on me dit plutôt, on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques minutes et vous pourriez poursuivre votre développement, Claude Wilfried Kanga et Kanga. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine.